Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes, et j'aurais adoré la célébrer avec vous en vous racontant quelques exploits d'une joueuse d'échecs, mais malheureusement nous avons été rattrapés par l'actualité avec l'apparition hier d'un long article du Wall Street Journal, comment les allégations d'agression sexuelle à l'encontre d'un grand maître états-unien sont restées sans réponse durant des années. L'article se poursuit. De nombreuses joueuses ont accusé le joueur d'élite et entraîneur Alejandro Ramirez de méfaits. Deux entités qui gouvernent les échecs aux États-Unis auraient eu connaissance de ces accusations depuis de nombreuses années. Donc deux choses, si vous me suivez uniquement pour progresser aux échecs, ce n'est pas cette vidéo qui va y contribuer. Deuxièmement, si vous êtes hypersensible à ces sujets d'agression sexuelle, trigger warning, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc peut-être ne la regardez pas ou alors regardez-la bien entourée. Donc l'article est très long, on ne va pas le lire en entier. Je vais vous traduire le début et quelques autres passages. Et ensuite, on discutera des agressions sexuelles dans le jeu d'échecs de manière générale et peut-être de ce qui va se passer ensuite. Quand l'ex-championne des États-Unis Jennifer Shahadi a déclaré sur les réseaux sociaux le mois dernier qu'elle avait été agressée sexuellement par le célèbre grand maître Alejandro Ramirez, elle n'avait pas idée que ça allait déboucher sur une vague d'allégations additionnelles. Madame Shahadi avait déclaré qu'elle avait été agressée sexuellement deux fois par Monsieur Ramirez, une des personnalités les plus connues des échecs américains de ces deux dernières décennies. Ces allégations et d'autres de ces dernières années avaient été reportées aux entités gouvernantes américaines, notamment la Fédération états-unienne du jeu d'échecs et le puissant club de Saint-Louis, qui ont échoué à agir ou à mener une enquête effective quand ils ont découvert ces accusations, en accord avec des interviews et des documents revus par le Wall Street Journal. Ensuite, au cours des jours qui ont suivi son tweet, Jennifer Shahadi a reçu plusieurs messages. 10 autres joueuses, 10 autres femmes de la communauté échiquienne ont contacté donc Jennifer Shahadi pour lui dire qu'elles aussi avaient été agressées ou harcelées par Alejandro Ramirez en accord avec des SMS et des messages privés revus par le journal. Donc, présentation d'Alejandro Ramirez, 34 ans, qui avait été le deuxième plus jeune grand maître au monde, qui vient du Costa Rica, qui représente la fédération états-unienne depuis 2011 et qui, en plus d'être un joueur d'élite, est un coach et un des commentateurs les plus connus dans le monde des échecs. C'est lui qui commente à chaque fois qu'il y a un tournoi à Saint-Louis, notamment la Sinquefield Cup. Donc, lors d'interviews, 8 femmes ont accusé M. Ramirez d'avoir commis des actes répréhensibles, affirmant qu'il avait utilisé son statut dans le jeu d'échecs pour se placer en position d'influence et leur faire des avances sexuelles répétées et non désirées depuis 2011. Selon elles, M. Ramirez est devenu physiquement agressif en les embrassant de force et en les touchant, les tripotant sans leur consentement. 3 d'entre elles étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits présumés, dont une qui a déclaré que M. Ramirez lui avait fourni de la vodka avant de la contraindre à des rapports sexuels oraux. Rappelons que en France ou aux États-Unis, un rapport sexuel oral forcé est un viol, donc la plus grave des agressions sexuelles. Donc ça, c'est pour la présentation des faits. Dans la suite de l'article, les, euh, les accusations sont décrites avec de plus amples détails, parfois en nommant les victimes présumées, parfois sans les nommer. Je vais- je, je ne les lirai pas, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit, hein. Donc, d'agressions sexuelles répétées auprès de nombreuses personnes et qui vont jusqu'aux pires agressions sexuelles possibles, donc des faits présumés de viol. Ce lundi, 2 jours après avoir été présenté une liste détaillée des allégations à son encontre par le journal, M. Ramirez a donné un communiqué de presse via son avocat dans lequel il annonce
sa démission de ses rôles au club d'échecs de Saint-Louis et en tant qu'entraîneur de l'université de Saint-Louis. Toc, toc, toc. On va descendre là. Donc les allégations à propos des méfaits de M. Ramirez étaient connues des entités gouvernantes des échecs américains, notamment la Fédération et le club de Saint-Louis, qui sont tous les deux sponsorisés par le milliardaire Rex Sinquefield depuis des années. Un avocat du club d'échecs de Saint-Louis a écrit dans une lettre de 2021 qu'il était au courant des allégations de Madame Shahadi depuis 2020. En 2021, le club et la fédération américaine ont été informés des allégations contre Monsieur Ramirez, incluant les abus sur une chose de 15 ans, en accord avec des interviews et des documents revus par le journal. Monsieur Ramirez a néanmoins été nommé entraîneur de l'équipe américaine féminine pour les Olympiades de Chennai en Inde en 2022. Maintenant, il y a des enquêtes internes à la Fédération américaine et au club de Saint-Louis à l'encontre de M. Ramirez, mais il a été contraint de quitter son poste en tant qu'entraîneur de l'université que le 16 février, le jour suivant le premier tweet de Madame Shahadi. Toc, toc, toc. Les organisations de pouvoir ont continué à mettre en place M. Ramirez dans des rôles le faisant travailler de manière étroite avec des femmes, souvent avec des femmes mineures, même après avoir été mis au courant des allégations à son encontre. Madame Shahadi dit au sujet de sa décision de prendre la parole publiquement: j'étais inquiète qu'il représente un clair et présent danger dans ses interactions avec des filles et des femmes. Il y a aussi des indications que ces pouvoirs échiquiens auraient été mis au courant des allégations à l'encontre de M. Ramirez plus tôt qu'en 2020. Une autre femme qui était mineure au moment des faits, il y a 8 ans, a dit qu'elle avait été mise en garde en 2016 par des officiels du club de Saint-Louis de ne pas rester seule avec M. Ramirez après une fête. La mère d'une joueuse qui est aussi partie prenante dans le sport, a dit avoir alerté les top officiels de la fédération états-unienne à propos de M. Ramirez en 2017. La mère a ajouté qu'elle était également présente en 2017 quand ces officiels au club de Saint-Louis faisaient des blagues sur l'intérêt, des guillemets, ça c'est moi qui les rajoute, de M. Ramirez pour les jeunes femmes. Le club de Saint-Louis n'a pas répondu aux questions spécifiques du journal, etc. Je descends. Donc ça, c'est une description assez forte et précise des divers faits, que ce soit à l'encontre de Madame Shahadi ou de jeunes. Donc un fait de 2011, quand M. Ramirez avait 23 ans et la joueuse en question 15 ans. Un autre quand la joueuse en question avait 16 ans et M. Ramirez 26. Et à la fin, quand juste la dernière phrase que je trouve importante, quand la femme qui n'est plus une joueuse d'échecs de compétition
a lu le post de Madame Shahadi le mois dernier. Elle l'a contacté en moins de 5 minutes. Donc j'insiste sur qu'il n'est plus une joueuse de compétition. Beaucoup de gens se demandent pourquoi tant de joueuses arrêtent de jouer aux échecs en compétition. On a ici un début d'élément de réponse. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà que c'est que le début. Euh, le Wall Street Journal et peut-être d'autres journaux, mais en tout cas le Wall Street Journal est en train de travailler sur des cas similaires, d'autres cas similaires. Donc c'est plausible, euh, possible, probable, je ne sais pas, que on lise d'autres articles du même genre sur d'autres joueurs, sur d'autres top joueurs d'échecs dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, Autre chose, il y a 10 jours environ, donc samedi, pas celui-là, celui d'avant encore, j'ai rencontré Jennifer Shahadi à Paris. On a discuté de nombreuses heures, notamment de cette affaire, bien évidemment. Et elle m'avait mis au courant de cet article. Elle m'a aussi expliqué tout le, le dégoût et la colère qu'elle avait à l'encontre des entités de pouvoir échiquiens aux États-Unis qui, pendant des années, ont refusé d'agir, qui ont protégé Alejandro Ramirez autant qu'ils pouvaient, qui ont continué à le faire travailler avec des femmes, avec des joueuses mineures, même en étant au courant de tout. Ces entités, ces gens de pouvoir, les gens qui y a derrière ces entités, ces gens de pouvoir l'ont fait passer pour un peu une folle hystérique, féministe, qui fait tout un plat de pas grand-chose. Ça lui a demandé beaucoup de courage pour prendre la parole publiquement. Elle l'a fait pour plusieurs raisons. Elle l'a fait avant tout pour les autres, parce qu'elle savait que ça allait continuer tant que Alejandro Ramirez avait ce sentiment d'impunité donné par les dirigeants autour de lui qui le protégeaient. Et elle l'a fait aussi parce qu'elle pouvait se permettre, parce que en plus d'être une joueuse d'échecs, autrice de livres d'échecs euh, et commentatrice de jeux d'échecs, elle est aussi une des meilleures joueuses de poker au monde. Et donc elle pouvait se permettre financièrement d'être mise à l'écart euh, par la Fédération américaine, par le club de Saint-Louis, pour lesquels elle a travaillé, tout en continuant à gagner décemment sa vie. Donc, bravo Jen pour avoir pris la parole. Merci à toi aussi, parce que sinon, ben, ça aurait pu durer encore pendant des années, hein. Comme vous l'avez bien compris des passages que j'ai traduits de cet article, euh, rien rien n'avait été décidé ni par le club de Saint-Louis, ni par la Fédération américaine avant que Jennifer Shahadi prenne la parole publiquement sur Twitter. Donc, c'est facile de considérer que Alejandro Ramirez est ou serait, pour employer le conditionnel, un monstre et que c'est un cas isolé. Mais comme on le voit avec tout le soutien qu'il a eu durant toutes ces années, durant lesquelles les dirigeants, au lieu de prendre des mesures efficaces pour protéger les joueuses, faisaient des blagues à l'encontre de son penchant pour les jeunes filles, on fait face à un problème systémique. D'ailleurs, en parlant de problème systémique, on peut voir j'essaye d'en rigoler, mais c'est vraiment triste, le déni de la FIDE, donc de la Fédération internationale des échecs, qui, en- alors que le monde des échecs ne parle que de cette affaire, là on a totalement oublié l'affaire de triche supposée de Hans Niemann, et tout le monde ne parle plus que de ça. Euh, Demain et après-demain, que nous organise la FEDE, un workshop pour les femmes. Les échecs sont un lieu où les femmes sont en sécurité. Donc le sens du timing est parfait. Il n'y a pas plus beau déni imaginable. Euh,
Autre réaction peut-être de la FIDE aussi, c'était celle du vice-président de la FIDE, donc il y en a plusieurs, mais donc d'un des vice-présidents de la FIDE, qui est président la commission développement des échecs à la FIDE, qui a été vice-champion du monde, il a perdu la finale champion du monde contre Garry Kasparov, il s'agit de Nigel Short, et donc le jour même où Jennifer Shahadi a rendu ses accusations publiques, quelle était la réaction de Nigel Short? Eh bien, de supprimer des messages Facebook qu'il avait écrits à une joueuse mineure. Bon, il se trouve qu'on peut quand même faire la demande à Facebook euh, de garder ces messages même après leur suppression dans ces cas-là, quand les messages peuvent être illégaux. Donc, on verra si Nigel Short fera partie, peut-être ou pas, euh, fera le sujet d'autres articles suivants ou pas. Mais voilà un peu pour vous présenter les diverses réactions à la FIDE. Euh, un point aussi peut-être, il faut le faire un moment dans cette vidéo, donc faisons-le ici, sur la présomption d'innocence. Évidemment, Alejandro Ramirez reste présumé innocent tant que la justice ne l'a pas condamné. C'est toujours très délicat ces affaires d'accusation d'agression sexuelle et le respect de la présomption d'innocence parce que en droit français, mais c'est pareil aux États-Unis, certes, la charge de la preuve incombe au ministère public. Donc, tant que le ministère public, le procureur ou le juge n'a pas prouvé la culpabilité de l'accusé et ne l'a pas condamné, cet accusé reste présumé innocent. Et évidemment, il s'agit du meilleur système de justice possible, mais la présomption d'innocence à l'encontre des accusés d'agression sexuelle ne signifie pas une présomption de mensonge de la part des victimes déclarées. Bien au contraire, on peut tout à fait respecter la présomption d'innocence de l'accusé, c'est-à-dire respecter le fait que la charge de la preuve incombe au ministère public, tout en octroyant une présomption de crédibilité, un crédit de véracité aux victimes déclarées. C'est assez théorique dit comme ça, mais c'est évident pour tout le monde quand on a un cas pratique qui nous touche. Si jamais votre fille, votre sœur, votre copine, votre amie vous dit mon entraîneur d'échecs m'a agressé sexuellement, vous n'allez pas lui dire attention à ce que tu dis, parce que pour l'instant, ton entraîneur d'échecs reste présumé innocent. Il n'a pas encore été reconnu coupable par un juge. Donc, ma petite chérie, pas de chichi, tu vas aller à ton cours particulier d'échecs. C'est assez évident que face à un tel cas, et j'espère que vous serez évidemment jamais confronté, vous allez tout faire d'abord pour que votre fille, votre soeur, votre copine, votre amie ne soit plus jamais face à cet entraîneur. C'est assez évident aussi que vous allez tout faire pour que toutes les autres joueuses ou d'ailleurs les autres joueurs soient protégés de cet entraîneur. Vous allez tout faire pour que la Fédération française d'échecs, le club dans lequel il entraîne, etc., soient mis au courant et prennent des mesures à son encontre afin de protéger tout le monde en attendant que justice se fasse si jamais euh, les victimes décident effectivement de porter plainte. Hein. Pour rappel, en France, euh, pour ce qui est des viols, donc les pires agressions sexuelles possibles, des crimes, moins de 1% des viols déclarés chaque année débouchent sur une culpabilité. En gros, il y a 10% des viols déclarés qui font l'objet d'une plainte et 10% des viols qui font l'objet d'une plainte qui débouchent sur des accusations. Et ça, c'est dû au fait que nous vivons dans un système de justice où on respecte la présomption d'innocence. Donc, dans tous ces cas de viol où la plupart du temps, bah, c'est parole contre parole sans témoin, bah, c'est très difficile de prouver. Et donc, quand il n'y a pas de preuves, c'est pas qu'on ne croit pas
la victime, on la croit, il faut la croire, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, eh ben, on ne peut pas condamner une personne. Et donc, quand euh, un, un accusé n'est pas reconnu coupable, c'est pas qu'on a prouvé son innocence, c'est qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Qu'il soit réellement innocent ou qu'il soit réellement coupable, ça ne dit rien. C'est juste que le ministère public n'a pas pu prouver sa culpabilité. Euh, Évidemment, il y a des cas de fausses déclarations, c'est évidemment puni par la loi, c'est très répréhensible. En France, il n'y a pas de statistiques. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y en a, c'est environ 3% des accusations qui seraient fausses. C'est à peu près autant que pour n'importe quel crime. Les fausses déclarations les plus fréquentes étant évidemment les arnaques à l'assurance. Mais sinon, il n'y a pas plus de fausses déclarations de viol ou d'agression sexuelle que de vol ou d'autres types d'agressions. Et encore, ça, c'est aux États-Unis et dans les systèmes anglo-saxons où la victime peut espérer une large rétribution financière, donc espérer après des années, etc. Et puis les cas sont rares, mais en France, ça n'existe pas. Donc on peut s'attendre à ce que ces chiffres soient encore plus bas. Donc bref, quand euh, une personne déclare avoir été victime d'agression sexuelle, la moindre des choses, c'est de la croire tout en respectant, encore une fois, la présomption d'innocence euh, de, de l'accusé. Les deux sont tout à fait possibles. Euh, donc j'ai parlé du déni de la Fédération internationale des échecs. Je voudrais maintenant parler de ce qui a été mis en place par la Fédération française des échecs, qui ces dernières années, après être partie de très très loin durant les précédentes mandatures, a commencé à prendre le problème à bras-le-corps et petit à petit est en train de mettre en place des processus qui vont dans le bon sens. Donc là, c'est la page d'accueil du site fédéral. Comme vous voyez, non, comme vous voyez pas parce que je suis dessus, comme vous voyez ici, donc en une du page, en une de la homepage, il y a un onglet prévention des violences avec un lien vers Colosse au pied d'argile, une association de lutte contre les violences sexuelles notamment. Ici, on retrouve toutes les ressources mises en place par la fédération, donc notamment le renforcement du contrôle de l'honorabilité des intervenants des clubs. Alors, ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est mis en place. La mauvaise nouvelle, c'est que ça date du 18 janvier 2023. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement à partir de là, donc, enfin, pour être franche, il y avait déjà eu une mise en place d'un contrôle en 2020, mais je crois que c'est vraiment appliqué qu'à partir de là, donc à partir du 1er septembre 2023, les titres d'arbitre et d'entraîneur, DIV, DAF, DEF, etc., seront suspendus si son titulaire ne s'est pas soumis au contrôle d'honorabilité. Donc ça veut dire que si vous êtes entraîneur, si vous êtes président de ligue ou président de club, que vous recevez un public mineur, vous devez faire vérifier votre honorabilité par le ministère, donc qui en gros qui regarde que vous n'avez pas été condamné pour des actes d'agression sexuelle sur mineurs, quoi. Donc ça paraît être la moindre des choses, mais, euh, mais ça a été mis en place par le ministère et donc ensuite par la fédération que là, 18 janvier 2023, pour un début réel à partir du 1er septembre 2023. Mais bon, ça va clairement dans le bon sens. Ce qui va aussi dans le bon sens, c'est voilà, l'association avec Colosse au pied d'argile dans la lutte contre les violences dans le sport. Et notamment, je vais vous lire un petit extrait du discours d'Éloi Relange, président de la Fédération française des échecs. Aimer notre sport ne doit pas nous empêcher de regarder en face cette dérive, bien au contraire. Nous sommes prêts aujourd'hui à libérer la parole et à l'accueillir. Nous nous tiendrons aux côtés de celles et ceux qui ont eu le courage de parler et aux côtés de celles et ceux qui le feront. J'invite tous les acteurs éducatifs de notre discipline à suivre le chemin que nous traçons aujourd'hui. Donc d'ailleurs, vous pouvez utiliser des affiches, demander des interventions pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport. Éloi Relange mentionnait la libération de la parole des victimes.
et je sais à quel point c'est salvateur, à quel point c'est nécessaire. J'ai moi-même été victime d'agression sexuelle quand j'avais 10 ans. C'était pas dans le cadre des échecs, mais à l'école, à l'établissement privé catholique Notre-Dame Saint-Sigisbert de Nancy, pour être précise. Et j'avais donc 10 ans. Euh, Quand c'est arrivé, les nuits, les jours suivants, quand je cauchemardais, quand je faisais de l'insomnie, quand je m'arrêtais pas de pleurer, j'espérais qu'une seule chose, c'était de pouvoir oublier un jour. Euh, Parfois, je pensais que que j'oublierais jamais. Parfois, ça m'est arrivé de penser que petit à petit, avec le temps, si j'essaie de plus jamais y penser, ça serait possible. Et c'est pour ça que j'avais décidé de jamais en parler, en tout cas pendant des années. Euh, je me rappelle le premier jour où j'ai réalisé que la veille, j'avais pas pensé à cette agression. C'était déjà plusieurs mois après. Puis au jour où je me suis rendu compte que ça faisait déjà quelques jours consécutifs où j'avais pas pensé à cette agression. Puis où j'avais pas pensé à cette agression pendant peut-être plus d'une semaine. Mais à chaque fois, les cauchemars revenaient. À chaque fois, euh, cette même honte, cette même culpabilité revenait. Et, euh, et ce qui m'a le plus aidé, c'est 10 ans après, donc j'avais 20 ans, quand, euh, quand j'ai pu en parler pour la première fois à ma meilleure amie. Puis petit à petit à d'autres amis, à mes frères et sœurs, puis à d'autres gens dont j'étais moins proche. Et, euh, et donc maintenant, aujourd'hui, pour la première fois en public, euh, la première fois où j'en ai parlé, ça a vraiment été salvateur. C'était un délestage, c'était tout un poids qui était beaucoup trop lourd pour moi, que j'avais plus sur les épaules. Je suis désolé pour les larmes, c'est pas le but, je cherche pas à tomber dans un dolorisme. Ce que je cherche juste, c'est à m'adresser aux victimes potentielles qui m'écoutent, et peut-être à leurs proches. Et si parler est difficile, bah parler est encore plus difficile. Y a pas d'alternative à la parole. Donc, concrètement, que faire? Que faire si vous êtes victime dans le cadre d'échecs de violences sexuelles? Le processus mis en place, qui commence à être mis en place, c'est donc de s'adresser aux associations qui, elles, donc Colosse au pied d'argile notamment, qui, elles, vont faire un retour au ministère des Sports, et le ministère des Sports fera un retour à la Fédération française des échecs, qui prendra les mesures justes et appropriées en attendant une éventuelle condamnation. Évidemment, encore une fois, même si on vit dans un pays où on respecte, et c'est bien heureux, la présomption d'innocence, il y a des cas où c'est évident qu'il faut prendre des mesures pour protéger les joueuses, pour protéger les joueurs, car c'est un problème qui concerne tous les genres, d'agresseurs potentiels, même tant qu'ils restent présumés innocents. Euh, Libération de la parole toujours. Comme j'ai dit, c'est pas un problème qui concerne que Alejandro Ramirez. D'autres joueurs pourraient être le sujet d'articles prochainement, qu'il s'agisse de joueurs étrangers ou français. Euh, Comme on l'a vu, rien n'avait été changé, aucune décision n'avait été prise tant que Jennifer Shahadi n'a pas pris courageusement la parole en public. Donc j'espère que son courage pourra inspirer d'autres joueuses victimes d'agressions sexistes ou sexuelles
à prendre la parole. Si c'est votre cas, tout d'abord, protégez-vous. Il n'y a pas plus important. Parlez-en à vos proches, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis. Et si vous décidez de prendre la parole publiquement, sachez que on vous croit et sachez que vous aurez tout mon soutien et celui de bien d'autres personnes. Désolé pour les larmes, j'espère que cette vidéo a quand même été instructive et qu'elle aura un impact bénéfique sur notre sport qui en a bien besoin. Au revoir.